Bonsoir. Ce soir, je vais aborder un sujet, bonsoir Karine, vivre en paix, mais aussi vivre plutôt la solitude, un sentiment de solitude et d'être en paix avec ça. Alors, c'est comme tout, bonsoir Cicia, c'est comme, je dirais, presque tous les sujets que je vous propose les mercredis soirs. C'est par rapport aux séances que je peux faire avec les personnes qui me consultent. En fait, c'est un sujet qui m'est venu parce que eh bien, j'ai fait une séance à une personne qui vivait un moment difficile, mais c'est parce que ça venait vraiment la chercher par rapport à un sentiment de solitude, de se sentir, en fait, la solitude, c'est se sentir seul. C'est vraiment, quand la personne le vit mal, hein, bien sûr, hein, parce que je vais pas parler, bonsoir Marine, je vais pas parler que du fait de vivre mal la solitude, je vais aussi parler du fait qu'on peut, et c'est ça le but, je dirais, de la soirée, c'est aussi de pouvoir avoir des moments de solitude où on se sent bien, où c'est plus ressourçant, où en fait la solitude va être ressourçante et non pas quelque chose qui vient nous causer de la peine, qui vient nous empêcher de dormir, qui vient nous créer du stress en fait. C'est-à-dire on peut vivre des moments de solitude où en fait, quelque part dans la solitude, on retrouve une certaine plénitude. Mais je vais d'abord commencer par ces notions où on peut avoir des sentiments vraiment très désagréables, très difficiles, si on se sent seul. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne avait un profond sentiment de stress, vraiment une très forte sensation de stress, parce que, plus jeune, en fait, elle s'est sentie très seule, impuissante, et comme si quelque part eh bien, il y avait ni rien ni personne pour l'accompagner. Et donc, en fait, c'est-à-dire que dans un moment de stress, c'est-à-dire qu'elle a vécu un stress très intense, et ce stress est venu la chercher dans cette mémoire de s'être sentie seule quand elle était enfant. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que il y avait l'origine du stress par rapport à la situation, mais inconsciemment, c'est venu la chercher dans un profond stress qu'elle avait, je dirais, qui s'exprimait, qui était inconscient par rapport à son enfant intérieur. C'est vraiment le fait de s'être senti très seul, et ça vient chercher des fois ce qu'on appelle les différentes blessures, abandon, rejet, exclusion. C'est à dire d'être mise ou d'être mis en dehors du groupe, en dehors du clan. Et donc, pour un être humain, nous sommes des animaux grégaires. Il y a l'instinct grégaire en fait chez nous, c'est-à-dire que instinctivement on est censé, on est fait pour vivre en communauté, on est fait pour vivre en groupe. Et donc pourquoi est-ce qu'on est fait pour vivre en groupe? C'est au fur et à mesure que les millénaires ont passé, de par nos origines sur probablement plus animales, je dirais. Enfin, nous sommes toujours des animaux, ça c'est pas un problème. Mais on était peut-être des singes ou peut-être autre chose, je sais pas. Mais donc, en effet, pour assurer la survie de l'espèce, du clan, du groupe, de la famille, eh bien, il y a cette notion d'être obligé de vivre en groupe, et c'est ce qui a sûrement développé l'instinct grégaire. Alors, vous avez des animaux qui vivent absolument pas du tout en groupe. À la limite, ils vont vivre en groupe pour le moment du rut de la reproduction, hein, ça va être ça chez les cerfs, ça va être ça chez pas mal d'animaux, chez les caprins par exemple. Mais par contre, après, non, c'est chacun va qu'à ses occupations. Maman caprin va s'occuper des petits, et le mâle, lui, il fait plus partie il est plus là, il va qu'à ses occupations ailleurs. Donc en fait, nous, instinctivement, on a vraiment, c'est un besoin de vivre en communauté, de vivre en groupe, tout simplement parce que ça nous a permis au fil des siècles, au fil des millénaires, eh bien, d'assurer notre sécurité. Et donc j'ai petit siècle, et sommes-nous vraiment faits pour vivre seuls? Les humains. En fait, instinctivement, non, on n'est pas fait pour vivre seul, on est fait pour vivre en groupe. Hein. Ça, je dirais que dire que c'est dans nos gènes, c'est faussement énoncé, puisque nos gènes n'ont rien à voir avec ça. Mais je dirais que ça fait partie d'un programme. C'est notre programmant. Mais pourquoi? Parce que ça vient chercher derrière cette notion de sécurité. Bonsoir Stéphanie. On se sent forcément, inconsciemment, on se sent plus en sécurité si on est accompagné, si on est plusieurs. Et donc c'est pour ça que cet instinct d'être en groupe va s'exprimer dans le sens où ça peut être difficile de vivre seul, ou en tout cas de se sentir seul, voire au pire des cas, de se sentir être mis en dehors du groupe. Donc par rapport à cet instinct
où on est censé, nous les êtres humains, quelque part, vivre en groupe, en communauté, eh bien, ce qui est intéressant d'aller chercher, c'est qu'une personne qui va se sentir justement mise en dehors du groupe, inconsciemment, ça va vraiment venir la chercher dans des besoins fondamentaux d'être seule, et c'est pour ça qu'une personne peut très bien vivre de manière très très difficile sa situation de solitude qu'elle vit actuellement. Tout simplement parce que si c'est en plus de ça, le fait de se sentir mise à l'écart du groupe, pour des raisons X ou Y, hein, et on va corriger le tir de manière à ce qu'elle quitte cet état de stress par rapport à la solitude. Franchement, ça peut vraiment perturber une personne très très fortement, je dirais lui faire perdre comme si elle perdait ses fondations, quoi. C'est-à-dire perte de repère. Vraiment une perte de repère totale, c'est très très violent, c'est très intense chez les personnes. Ok, on va les libérer des stress qui sont en rapport avec ça. Mais qu'est-ce que ça peut venir appuyer ça? Par exemple, c'est une personne qui il y a un film, je crois, qui s'appelle Le Placard, où ça relate l'histoire d'une personne qui se fait mettre au placard. C'est-à-dire qu'il avait un poste et tout ça, mais petit à petit, on lui enlève des responsabilités, on lui enlève de travail, jusqu'à un moment où on lui dit, bah écoute, bah là, t'as un papier, un crayon, à limite, bah t'es là, à ton bureau, et puis à limite, on te paye à rien faire. Et bah, petit à petit, elle se sent mise à l'écart, et elle se sent de plus en plus inutile au sein du groupe, au sein du clan, et ça peut être vécu de manière dramatique. Mais qu'est-ce que ça vient chercher chez la personne? C'est ça qui est intéressant. Parce que il y a des personnes qui peuvent très bien se dire, ok, on m'a mise à l'écart du clan du groupe, soit, eh bien peu importe, moi je vais continuer à vivre ma vie, et puis en avant. C'est vrai que c'est pas toutes les personnes qui seront mises en dehors d'un groupe, d'un clan, qui peuvent avoir énormément d'anxiété et de stress. Ce sont certaines personnes, celles qui viennent me consulter en l'occurrence. Et donc, qu'est-ce que ça vient chercher? Eh bien, imaginons que dans leur enfance, elles aient vécu ces blessures d'abandon, de rejet, d'exclusion, des blessures existentielles de non-amour, c'est-à-dire je n'étais pas un enfant désiré, j'ai la sensation de ne pas avoir été aimé par papa ou par maman, des blessures de non-reconnaissance. C'est tout un tas de différentes blessures, plus ou moins fortes, qui peuvent être réactivées par ce sentiment de solitude lorsque on peut se sentir être mis ou mise à l'écart d'un groupe, d'un clan. Et donc forcément, eh bien c'est comme si cette mémoire émotionnelle, cette blessure inconsciente, était là en train de couver, tranquillement, au niveau des cellules et de l'inconscient de la personne. Ça couvait en elle. Et puis sauf qu'un jour, bien en effet, il y a un événement qui se passe, il y a un changement dans sa vie, et ça vient comme si, vous savez, vous aviez des braises là qui étaient en train de couver, vous avez un feu, il n'y a pas de flamme. Mais là, d'un seul coup, on vient remettre des aiguilles de sapin, et on vient souffler dessus, et là, ça s'embrase très très violemment. Et bien, pour certaines personnes, le fait d'être mise à l'écart, c'est aussi violent qu'un vrai feu de paille bonsoir Fabienne, eh bien, qui se met en incandescence. Et donc, je peux vous dire que ça vient vraiment bouleverser les gens, parce que qu'est-ce que je fais de ça, quoi? C'est-à-dire que c'est vraiment, ouais, maintenant, j'ai ce sentiment de solitude, c'est complètement insupportable pour moi. Et donc, comment je fais pour gérer ça? Et ce qui est étonnant, c'est que le sujet là que je vous propose ce soir, je crois que je l'ai mis en ligne, il est venu hier soir, voilà, ça m'est venu lors d'une conversation. Eh bien, aujourd'hui, j'ai reçu 3 personnes, parmi les personnes que j'ai reçu 3 personnes, en fait, qui avaient des problèmes en rapport avec la solitude, où pour elles, c'était un poids, c'était une charge, et ça venait vraiment les embêter dans leur vie. Donc, si le changement d'événement, un événement arrive, et un changement de situation personnelle nous met à l'écart du groupe, du clan, à l'écart de la famille, eh bien pour certaines personnes, c'est vraiment comme si elles se prenaient une grosse claque en pleine figure, et ça vient les chercher vraiment au niveau de leur inconscient, de leur enfant intérieur. Alors, Marine qui nous dit, l'isolement, s'il est désiré, oui, appréciable, mais si on nous isole, ça devient anxiogène, tout à fait. Ça ne devient pas forcément anxiogène, mais c'est-à-dire que là, dans les exemples que je prends, en effet, ce n'est pas la personne qui a choisi, forcément, hein, ce n'est pas forcément elle qui a choisi de se mettre à l'écart du clan, du groupe. C'est quelque part, c'est la société, c'est le groupe en fait qui la met à l'écart. Ça peut être ça par rapport à des familles. Ça peut être ça par rapport à une personne, par exemple, qui déménage pour des raisons professionnelles, personnelles, bref, peu importe. Elle se dit, ok, je vais recréer mon environnement, je vais recréer du lien social et tout ça, mais en fait, tant que quelque part le lien social ne s'est pas recréé, si elle se dit, bah ouais, je fais des efforts en fait pour rencontrer des gens, pour développer mon activité, pour faire du sport, bref,
tout ce qui lui incombe fortement dans la vie. Et puis en fait, elle se rend compte que ça a du mal à prendre, qu'elle a des difficultés en fait à créer ce qu'elle a envie de faire. Tout à coup, il peut y avoir un sentiment de solitude qui se met en place et ça devient pesant. Parce que cette solitude-là qui vient vous chercher ou qui peut venir nous chercher, je dis pas que moi ça ne m'est jamais arrivé, que ça ne m'arrivera jamais, peut-être qu'un jour ou l'autre, je le sentirai aussi, on n'est pas à l'abri de ça, eh bien, ça vient chercher des blessures existentielles. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que une personne qui aura vécu la blessure d'abandon quand elle était jeune, c'est inconsciemment bébé ou l'enfant qui se sent abandonné par le proche, généralement c'est maman, papa, ça peut être la nourrice. En fait, c'est quelqu'un pour qui il y a beaucoup d'affect, quelqu'un qui généralement peut venir nourrir l'enfant, le bébé, quelqu'un qui prend soin de l'enfant, quelqu'un qui sécurise. C'est-à-dire que la blessure d'abandon ne va pas se faire avec n'importe qui et à n'importe quel moment. C'est vraiment une notion très très profonde dans la personne. Et donc, elle va se sentir abandonnée dans le sens où la notion d'abandon, c'est je me retrouve tout seul ou toute seule, je n'ai plus rien, et il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui me sécurise, dans le sens où je suis à la merci des autres. Je suis à la merci de tous les dangers, je me sens en insécurité. Donc ça, ce que je vous dis, c'est pas conscient, c'est complètement inconscient, c'est pour ça que la blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure d'exclusion, ça vient vraiment chercher dans des fondamentaux de sécurité chez la personne. Et quand ça couve chez la personne et que là, elle se sent seule, eh bien, cette blessure se matérialise. C'est-à-dire qu'en effet, la personne, quelque part, eh bien, dans son environnement, il y a un vide. Et peut-être que même ce sentiment de solitude, ça vient chercher chez la personne, justement, une autre blessure qui est la peur du vide. Si une personne a une peur du vide latente et profonde en elle, eh bien, tout d'un coup, le fait que tout son environnement s'écroule ou la met à l'écart, ça peut la mettre vraiment dans une sensation de vide qui vient attiser, en tout cas, c'est plutôt la sensation de solitude qui vient attiser cette peur du vide. Donc là-dessus, il faudra aller chercher à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qui fait que la personne peut avoir peur du vide? Et généralement, c'est un peur du vide affectif. Alors, il y a moi, ce que j'ai trouvé des fois en constellation, en individuel, cette peur du vide, eh bien, c'est toujours pareil, en fait. Généralement, c'est la peur du vide affectif. Je ne me sens plus aimé, je ne me sens seul. C'est vraiment une rupture avec l'amour, avec maman, avec papa, ou en tout cas, une personne très très chère. Et je ne suis plus en contact avec. Et il y a des personnes qui ont été mises en couveuse, en fait, après leur naissance, parce qu'il y avait besoin de soins, parce qu'elles sont nées un peu plus tôt, un peu prématurées. Eh bien, en fait, des fois, ça peut conditionner, en fait, cette peur du vide, c'est-à-dire que, bébé, il était là tout seul dans sa couveuse. Il se sentait seul, il pouvait même se sentir abandonné. Je dis pas qu'il se sent abandonné à chaque fois, c'est pas ça. Mais c'est vraiment des ressentis qu'il peut y avoir par rapport à la situation. Et donc, eh bien, ça va venir chercher, si elle se sent mise à l'écart aujourd'hui, eh bien, ça va venir chercher justement ces différentes blessures qui sont assez profondes en elle. Ok? Donc c'est super intéressant parce que du coup, pour amener de la paix chez une personne qui vit mal la solitude, eh bien, on va faire un travail non pas que sur ce qui se passe là à l'instant T, mais on va venir chercher sur ce qu'elle a vécu dans son enfance et déprogrammer cet enfant intérieur des gros stress qu'il a vécu en étant seul. Et à ce moment-là, ça agit directement, eh bien, sur l'adulte, puisque ça va amener beaucoup plus de paix par rapport à la solitude. Ça, c'est une première étape qu'il va y avoir à faire. Et ensuite, eh bien, c'est d'aller voir, en effet, qu'est-ce que ça te fait, toi, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça vient chercher chez la personne? Est-ce que la personne, du coup, ça vient chercher en elle cette blessure de non-reconnaissance? C'est-à-dire que pour elle, elle a besoin d'être reconnue par les autres. Elle a besoin de se sentir aimée par les autres. Elle a besoin que, quelque part, les autres lui renvoient une image qui soit belle d'elle-même. Mais là, quand quelque part, on vit un petit peu par procuration. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'autre pour exister. Et si ce besoin-là est trop intense, c'est évident que le fait de se sentir exclu, ça va être vécu de manière très très violente, et à ce moment-là, c'est pour qui, pourquoi j'existe? Puisque si je n'existe plus aux yeux des autres, eh bien pour les personnes qui ont du mal à vivre la solitude, je n'arrive même plus à exister pour moi-même. C'est-à-dire que le regard que j'ai sur moi-même, eh ben j'ai pas l'habitude de porter un regard sur moi-même, j'ai tellement l'habitude de vivre par rapport au regard que les autres portent sur moi, que le jour où les autres n'existent plus, il y a ce vide. Ça rejoint la peur du vide. Donc c'est super intéressant.
de pouvoir travailler justement personnellement sur ce sentiment de solitude qui est difficile à vivre, tout simplement parce que on peut vivre seul de manière sereine. J'ai vu un petit reportage l'autre jour sur YouTube où c'est une femme qui a plus de 90 ans, elle doit approcher les 100 ans, et elle a une vie d'ermite depuis une cinquantaine d'années. C'est-à-dire qu'elle, depuis toute jeune, depuis qu'elle a ses 18 ans, elle s'est dit, bonsoir Magali, elle s'est dit, moi en fait, je veux vouer ma vie à Dieu, à Jésus, et je veux vivre en ermite. C'est-à-dire qu'elle veut pas vivre en couvent, elle veut pas vivre dans un monastère, elle veut pas vivre auprès d'un curé ou je sais pas quoi. Non, non. Elle, son programme, c'était, non, moi, c'est de vivre seul en ermite. C'est-à-dire que là, je vous prends un extrême, et c'est ça qui est excellent, c'est que il y a des personnes pour qui la solitude, ça les nourrit. C'est vraiment c'est pour eux, c'est vraiment comme une nourriture, c'est vraiment quelque chose qui les appelle, et pour qui c'est presque un besoin, c'est complètement nécessaire. Et donc, comme elle le dit dans le reportage, elle a été sœur pendant des années. Elle est allée d'endroits en Afrique. Elle a été sœur. Elle a fait de l'humanitaire à droite à gauche à travers le monde. Et puis un jour, les femmes, en fait, il y avait que les hommes qui pouvaient être ermites. Et puis un jour, il y a le diocèse ou je sais pas qui, le pape, qui s'est dit, on peut ouvrir cette notion d'être ermite aux femmes. Donc elle a sauté sur l'occasion. Elle a demandé à ses mères supérieures, etc., qui lui ont accordé cette possibilité de vivre en ermite, et puis on l'a trouvé, je pense que ça s'appelle un ermitage, où elle vit dedans depuis une cinquantaine d'années. Personnellement, je ressens cette solitude, mais je n'attends pas la reconnaissance des autres, ou de leur attention. Non, non, je dis pas que c'est obligatoire, mais c'est quand on a des difficultés à vivre la solitude, c'est d'aller chercher qu'est-ce que ça vient gratter en nous comme petite difficulté ou comme grosse difficulté. Eh ben oui, Emmanuel, t'as la bourre, mais c'est pas grave. C'est bon, tu prends en cours de route. Donc vous voyez cet extrême de personne qui a vécu la moitié de sa vie en tant qu'ermite, a très bien vécu son ermitage, je vais appeler ça un ermitage, puisque comme elle dit, en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent la voir parce que ce qu'elle a fait, elle habite dans un tout petit village, et en fait, elle a commencé par aller voir chacun des habitants un par un pour se présenter et dire ce qu'elle venait faire et pourquoi elle venait le faire. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est complètement égocentré, narcissique et qui ne pense qu'à elle et qui se dit non, moi je veux me couper du reste du monde et je ne veux pas que les gens viennent me voir. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui est très sociable et qui a fait le tour du village pour aller se présenter, pour faire connaissance avec les gens. Et en fait, les gens lui ont rendu parce que il y a des gens de son village qui viennent la voir, et bien tout simplement pour avoir une oreille qui va les écouter, qui va peut-être leur donner des conseils, qui va les accompagner dans différentes difficultés de la vie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette personne, même si pour elle la solitude c'est vital, elle est complètement ouverte et sociable avec les personnes du village, et puis les autres évidemment. Donc, Pierre de Luna qui nous dit, ça permet de se ressourcer et de se recentrer sur soi. Alors c'est là où je veux arriver, c'est-à-dire que quelque part, si j'entends, et j'ai vraiment mis l'accent dessus, que la solitude, ça peut être quelque chose vécu de manière très dramatique, encore plus quand on ne l'a pas décidé, que c'est imposé par la société, par les autres. Par contre, une fois qu'on a rétabli l'équilibre, que le fait de se retrouver seul, déjà d'une, c'est pas forcément une fatalité, et que quelque part on peut reprendre le contrôle de la situation. C'est des fois en fait, si vous voulez, on a la solution à aller devant nous, mais on est les premiers à pas la voir, et tous les autres vont pouvoir vous le dire, tiens, tu vois pas ça, ou tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, mais la personne ne s'en rend pas compte. Mais voilà, on est humain, on n'est pas parfait. Donc quand je dirais, on rétablit tous les déséquilibres émotionnels qui font que on a des difficultés à vivre seul, eh bien le but, c'est de pouvoir passer de l'autre côté et de se dire, peut-être qu'une fois de temps en temps, je vais m'octroyer du temps pour moi-même. Donc déjà, c'est pour soi. Ce n'est pas moi qui vais donner aux autres, c'est moi qui vais recevoir, mais qui vais me donner à moi-même, pour vivre une certaine solitude. Pour goûter à la solitude. Parce que j'ai besoin de me retrouver seul, tout simplement parce que le fait de se retrouver seul, on se retrouve soi. On a un mythe, si on le souhaite, on n'a qu'une seule personne à qui penser, c'est soi-même, parce que je suis toute seule avec moi-même. Je suis tout seul avec moi-même. Et là où je vais plus loin, c'est que le fait de s'octroyer des moments
Alors, je dis pas de partir 6 mois, pareil, de faire l'ermite pendant 6 mois, d'aller dans une grotte, hein. Je parle pas de ces extrêmes-là. Mais ça peut être une journée, 2 journées, un week-end, peut-être une semaine, je sais pas. Une fois de temps en temps, pour goûter à cette solitude, pour voir si c'est ok pour nous d'être seul. Est-ce qu'on est en souffrance quand on est seul ou pas? Et si on n'est pas en souffrance, eh bien qu'est-ce que ça nous apporte? En fait, c'est de pouvoir expérimenter la solitude et de voir qu'est-ce que ça vient chercher en nous. Alors là où c'est super intéressant, c'est parce que j'ai vécu l'expérience il n'y a pas longtemps, c'est d'aller en pleine nature, seul de préférence, ou après on peut être à deux, mais on peut très bien se connecter à une énergie de solitude, et puis d'aller pieds nus dans la nature, ce qui fait que quand on est pieds nus, on est vraiment en contact avec le sol, on porte toute notre attention sur nos pieds, sur là où on marche. C'est-à-dire que si on a un mental qui est super excité, qui pense toujours à 3000 choses, là tu penses plus à 3000 choses parce que tu ne penses qu'à une seule chose, c'est justement ne pas marcher sur un truc qui pourrait te faire mal aux pieds, ne pas marcher sur peut-être un animal ou des choses comme ça parce que tu ressens exactement ce qui se passe sous tes pieds quand tu marches pieds nus. Et quand tu marches pieds nus en pleine nature, du coup tu es pleinement ancré et pleinement présent ou présente avec la nature. Donc quand on vit cette expérience, imaginons demain vous allez dans une forêt, vous prenez une belle forêt où c'est calme, où il n'y a pas forcément beaucoup de passages, et marchez pieds nus dans cette forêt et posez-vous. Et là, à ce moment-là, vivez l'instant présent. C'est-à-dire que si vous vous écoutez à ce moment-là, eh bien vous êtes tout seul ou toute seule dans une forêt, il n'y a personne autour de vous. Est-ce que d'une part vous vous sentez en sécurité ou pas? Est-ce que vous vous posez la question, je me sens un peu en insécurité ou pas? Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que ça me fait en moi? Quelles sont les sensations? Qu'est-ce que je ressens en étant là, seul, dans cette forêt, avec les arbres, avec le chant des oiseaux, avec peut-être le soleil, avec le froid, avec le chaud, je sais pas. Ça, c'est super intéressant parce que du coup, vous allez vivre ce moment de solitude où vous êtes tout seul et toute seule avec vous-même, avec vos ressentis. Avec qu'est-ce que ça vient faire? Et puis, une fois que vous avez passé cette étape d'introspection, pour vous écouter vous-même, chose que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude de faire, mais je vous invite vraiment à faire l'expérience. Vous vous connectez à vous et après, connectez-vous à votre environnement. Connectez-vous à la nature, écoutez l'énergie de la nature, écoutez l'énergie de l'arbre peut-être auquel vous êtes adossé, écoutez l'énergie du ruisseau qui est peut-être là. Écoutez en fait, quand je dis écoutez, c'est vraiment porter votre attention sur qu'est-ce que ça fait en vous, quels sont vos ressentis. Quand vous vous connectez à la terre, aux feuillages qui sont au sol, à la mousse qui est là, et pour ça en fait vous avez les différents sens qui sont là, vous avez l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher évidemment, si vous touchez les mousses, les feuilles, en fait, vous allez pouvoir être dans un état de lâcher prise puisque votre attention n'est pas dans vos pensées, toute votre attention est dans ce que vous ressentez. Tant physiquement que si vous fermez les yeux un instant et que vous vous dites « Ok, je me connecte à mon environnement », eh bien, je peux vous dire qu'il y a 99,9% de chances sur 100 pour que vous soyez dans un sentiment de plénitude et de paix. C'est-à-dire que quelque part, je suis là, moi, un être humain, je suis là en pleine forêt, en pleine nature, mais tout mon environnement est là pour moi, et je suis là aussi pour l'environnement. Il y a vraiment ce sentiment de plénitude, il n'y a rien besoin de rajouter. Tout est là. Et je pense qu'il y aura une expérience à faire, alors peut-être que je le ferai un jour avec un groupe, je sais pas, mais très peu de personnes, on va dans une forêt le matin, on ne fait rien. Et on est juste là à contempler la nature. Je vous dis ça parce que si vous allez dans une forêt où il y a plein d'arbres, voilà, il peut y avoir des rochers ou pas, posez-vous, allongez-vous sur le sol, regardez en l'air. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des arbres qui sont là depuis bien plus longtemps que vous, ils ont peut-être 50, 100 ans, 200 ans, il y en a qui sont plus jeunes que vous aussi, et en fait, eux, leur vie, ça consiste en quoi? Ça consiste juste à être là, dans cet élément naturel, et c'est leur vie. Et ils vont vivre au fil des saisons. Mais mettez-vous à la place de cet arbre qui, en fait, vous vous allongez sur le sol. Évidemment, il faut peut-être prendre une couverture, il faut bien vous couvrir pour pas avoir froid, pour pas
en fait, qui est que vous soyez embêté parce que vous avez froid ou trop chaud. Mais donc, allongez-vous, regardez les troncs d'arbres, regardez les branches dans le ciel avec les feuillages et tout ça, et imaginez-vous que vous êtes un arbre et que vous vivez ici, quoi, 365 jours par an, vous avez ce spectacle-là, vous êtes là, ici, pleinement présent ou présente dans cette forêt. Eh bien, écoutez les sensations que ça va vous procurer. Là, c'est pareil, je peux vous dire que en fait, vous êtes pleinement vivant, hein. C'est juste énorme, hein. Quand on fait cette expérience-là, qu'on est seul, je suis chez moi, hein. Je suis chez moi, je suis dans mon environnement, hein. Là, à la limite, si on pouvait le faire, on vous laisse là, mais je suis bien là. Si j'ai pas besoin de manger, de boire, de dormir, de m'étirer, bref. Si j'ai pas de besoins vitaux humains, le fait d'être en pleine immersion dans la nature, dans mon élément, je suis dans mon élément en étant dans la nature, tout est là. Je n'ai besoin de rien d'autre. Et c'est vraiment une expérience que je vous invite à faire. Eh bien, je vous invite vraiment à aller dans une forêt qui va être calme, et puis à vous plonger en immersion, et peut-être que vous y resterez 1 heure, et vous n'aurez pas la sensation d'être resté 1 heure tellement vous allez bien vous... Je trouve plus le temps auquel conjuguer mon verbe. Michel va peut-être pouvoir m'aider. Mais en fait, c'est comme si le temps s'arrêtait, et quand vous allez regarder l'heure, vous allez vous dire, bah, mince, ça fait une demi-heure, ça fait 1 heure que je suis là, et pourtant j'étais tellement bien que je n'ai pas vu le temps passer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment cette notion, c'est dans le vide, dans le rien, entre guillemets le rien, hein, qu'il y a le tout. C'est-à-dire que le vide absolu n'existe pas. Et donc forcément, quand vous êtes dans l'inaction physique totale, en étant allongé sur le feuillage d'une forêt, là vous ne faites rien. Vous n'êtes pas du tout, je dirais quelque part, en train d'agir, vous n'êtes pas en train de faire, vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes là, allongé dans la forêt, sur le sol, et vous êtes en symbiose avec toute la vibration de la nature. En fait, si la forêt dans laquelle vous êtes a généralement elles ont une très très belle énergie de la nature, et encore plus en cette saison où là on est au printemps, vous avez des montées de sève dans les arbres, vous avez les arbres qui fleurissent. Si vous avez un magnifique prunier, je vous invite à vous connecter au prunier, vous allez voir, c'est intéressant, j'en ai parlé, je crois, lors du Facebook Live il y a 1 semaine ou 2. Mais donc, si vous vous connectez à des arbres qui sont en fleurs, ou bien à des arbres qui sont... Quand je vous dis vous connecter, c'est juste, vous dites dans votre tête, vous fermez les yeux, vous dites, ok, qu'est-ce que je ressens si j'imagine être l'arbre? Qu'est-ce que je ressens si j'imagine, si j'incarne la mousse? Qu'est-ce que je ressens si j'incarne le sol sur lequel je suis? Qu'est-ce que je ressens si j'incarne le chêne qui est là devant moi, ou le marronnier, le peuplier, etc. Là, j'ai Ludo, c'est ça, on ne voit pas le temps passer quand on est dans la nature. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, si vous ne voyez pas le temps passer quand vous êtes en immersion dans la nature, c'est que vous êtes chez vous, c'est que là, il n'y a aucune contrariété, vous êtes pleinement dans votre élément, et c'est là où vous allez vous ressourcer. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez vous redonner de l'énergie en ne faisant rien. C'est génial, hein. C'est-à-dire que, en fait, vous ne faites pas rien, vous êtes juste connecté à cette partie de vous-même qui s'exprime dans la nature. Et qui, en ce moment, la nature est en pleine floraison, est en pleine montée de sève, c'est le printemps, les animaux se reproduisent, eh bien, vous êtes dans cette belle énergie du renouveau, de renaissance, mais il y a vraiment la vie qui s'exprime à 200% en ce moment au printemps. Et c'est pour ça que au niveau du taoïsme, en fait, eh bien, ils vont énormément respecter les saisons par rapport à notre organisme, c'est-à-dire que généralement en hiver, on devrait être censé moins travailler, on devrait être censé beaucoup moins manger, en fait, être beaucoup plus au repos. Et là, au printemps, c'est le renouveau qui arrive et d'être beaucoup plus actif. Bon, nous, les êtres humains, on n'y arrive pas à respecter, je dirais, donc on pourrait appeler ça de la chronobiologie, hein, mais par rapport aux saisons. On n'y arrive pas parce qu'on a des rythmes de vie qui sont, je dirais, conditionnés par rapport au système dans lequel on vit, mais on pourrait très bien, quelqu'un qui se dit, bah non, moi je vais me respecter avant tout, et je vais respecter mon corps, mon énergie en rapport avec les saisons, quelqu'un qui voudrait le faire pourrait le faire. Alors, évidemment, je pense que ce ne serait pas forcément quelqu'un qui serait salarié dans une entreprise, mais quelqu'un qui serait travailleur indépendant à son compte, eh bien, s'il se dit, ok, moi en hiver je travaille moins, par contre je travaillerai plus au beau jour, parce que je vais respecter mon énergie à moi, eh bien, je pense que ça pourrait tout à fait le faire. Donc, la solitude peut vraiment être vécue, non pas comme quelque chose de stressant
de très pénible à vivre, mais au contraire quelque chose de très ressourçant, de très enrichissant personnellement, et ça peut vous apporter beaucoup. Et je vous invite vraiment à le faire, c'est-à-dire que si vous n'avez jamais vécu ces moments de solitude en pleine nature, eh bien, expérimentez-le. Parce que vous allez découvrir certaines parties de vous-même. Vous allez découvrir le fait que, eh bien, une fois de plus, on n'est pas que des petits êtres humains là, avec de la chair et des os et puis du sang qui coule là-dedans. Non, non, c'est que vous ne faites que un, vous ne faites que une, avec les éléments dans lesquels vous êtes. Donc quand vous êtes dans la nature, eh bien en effet, vous êtes dans des éléments, je dirais, positifs, euh, des éléments où il n'y a pas de stress, des éléments où l'énergie de vie s'exprime complètement. Mais par contre, si vous passez beaucoup de temps entouré de 4 murs de béton avec un sol en béton et un plafond en béton, là, c'est pas du tout la même énergie qui vient vous influencer. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que autant dans la nature, vous pouvez vous ressourcer, que si vous n'avez pas d'occasion de moment où vous vous ressourcez dans votre vie, eh bien au contraire, d'être entouré de 4 murs de béton, et quand vous allez sortir des bureaux, vous allez marcher sur du goudron ou du béton, en fait, vous êtes plus en plus déconnecté de la vie qui est véhiculée par la nature. Eh bien en fait, là, ce n'est pas du ressourcement que vous faites, c'est vous dépensez de l'énergie. En fait, ça vient vraiment, ça peut venir en tout cas à terme, vous vider de votre énergie. Voilà, il faut réapprendre la solitude et aussi l'ennui. Ouais, tout à fait. L'ennui peut fatiguer, mais l'ennui peut être créateur. En effet, l'ennui, si vous voulez, il y a même pour les enfants, c'est important qu'un enfant s'ennuie parce que c'est à ce moment-là où il va se dire, ok, je m'ennuie, j'en ai marre, ça me plaît pas. Ah, ben alors du coup, si ça te plaît pas, son cerveau va lui dire, bah qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper si ça me plaît pas. Et là, il peut y avoir tout un phénomène de créativité, d'imagination qui se met en place, et l'enfant en fait va réussir à s'occuper. Et généralement, il va s'occuper avec des choses, mais complètement dérisoire. En fait, il va pouvoir jouer avec très très peu de choses, mais parce que en fait, c'est comme il a vécu cette phase d'ennui, sa créativité, son imagination se sont mises en route pour pouvoir combler, eh bien en fait, c'est cette sensation désagréable d'ennui. Voilà, alors il y a Ticia qui nous dit que la forêt, la ressource, mais la mer encore plus. Alors évidemment, après, ça appartient à chacun, à chacune de trouver l'endroit, le lieu, ou les endroits, les lieux, qui peuvent la ressourcer. Il y a la mer, il y a la montagne. Dans tous les cas, c'est forcément la nature. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, alors je sais pas combien de milliers d'années, mais si on prend l'homme de Néandertal, par exemple, donc c'est pas si vieux que ça. Mais donc, nous, les êtres humains, à l'époque, on vivait pleinement dans la nature. Et on se nourrissait uniquement de ce que la nature pouvait nous apporter en nourriture. C'est-à-dire que les êtres humains à une époque faisaient beaucoup plus d'exercices physiques, utilisaient beaucoup plus leur corps, sollicitaient beaucoup plus leur corps, parce qu'il fallait aller chasser, parce qu'il fallait aller cueillir, parce qu'il fallait faire des réserves, etc., etc. Et puis, en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que quelque part, la vie moderne qu'on a aujourd'hui, si on n'a pas des activités connexes à notre activité professionnelle, sauf pour les personnes qui ont des activités professionnelles, évidemment, qui demandent un effort physique, des exercices physiques. Je parle plus pour des personnes qui sont beaucoup plus dans des activités de bureautique, devant un ordinateur, devant un bureau, ou voilà, à faire du gratte-papier, etc., d'administratif. En fait, là aujourd'hui, on est beaucoup plus sédentaire au niveau de nos activités professionnelles, et sachant qu'à une époque, eh bien, en fait, l'activité professionnelle, c'était avant tout pour se nourrir, pour nourrir les siens, sa famille, pas forcément pour gagner de l'argent. En fait, à une époque, évidemment, gagner de l'argent, c'était le but de l'activité professionnelle, mais généralement, les gens vivaient de leur activité professionnelle. C'est-à-dire que c'était un moyen pour eux ça concernait quelque part toute leur vie, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les personnes qui, je vais parler beaucoup de l'agriculture parce que, comment dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, en fait, avant, le monde était beaucoup plus agricole qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est beaucoup plus tertiaire, il est beaucoup plus dans les bureaux que d'être en extérieur. Et donc, quand vous êtes de trop, voire de plus en plus en intérieur, eh bien, en fait, vous vous coupez de qui vous avez été, donc il y a 30 000 ans par rapport à Néandertal, mais même il y a 10 000 ans, ou il y a 15 000 ans, ou même il y a 5 000 ans. C'est-à-dire que les gens vivaient beaucoup plus dehors et suivaient beaucoup plus les saisons, suivaient beaucoup plus leur rythme biologique, alors qu'aujourd'hui, ça, c'est complètement explosé. C'est complètement explosé.
Et donc il y a cette notion de, c'est ce que je disais dans le bouquin de naturopathie là, que je suis en train de lire en ce moment, où ce qui s'est passé, c'est qu'à une époque, les êtres humains étaient vraiment en cohérence totale avec la nature, c'est-à-dire que la nature c'était eux, et eux ils étaient la nature. C'est-à-dire que tout le monde est arrivé, et quelque part tout le monde doit vivre en symbiose. C'est pour ça que on le retrouve notamment avec des traces par rapport aux peuples qui ont vécu en Australie. On va retrouver ça encore aujourd'hui parmi les peuples qui vivent dans la forêt amazonienne et tout ça. Alors à une époque c'était aussi les Inuits, mais aujourd'hui je dirais les Inuits ils vivent plus un peu de manière entre guillemets moderne que d'être dépendants des phoques et puis des baleines et puis des orques, etc. Donc en fait, je suppose qu'ils consomment presque la même chose que nous, à peu de choses près, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout le modernisme, tout le commerce qui se fait aujourd'hui et ils ne vivent plus de manière avec les animaux qu'ils trouvent sur place, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il y a une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a, on va dire, ça va faire un peu plus de 2000 ans, peut-être 2000, dans les 2000 ans, eh bien en fait, il n'y avait pas cette notion de l'homme qui est différent de la nature. Et ce qui se passe, c'est que les religions, par contre, comme on a dit, ok, il y a Dieu qui existe, c'est Dieu qui a tout créé sur Terre, à ce moment-là, ça veut dire que moi je suis une créature de Dieu, le cheval c'est une créature de Dieu, la plante c'est une créature de Dieu, les arbres ce sont des créatures de Dieu. Alors même évidemment s'il y a cette notion d'unité, mais du coup ça crée une division, une scission entre la perception que pouvaient avoir les hommes d'eux vis-à-vis de la nature. C'est-à-dire que nous sommes des êtres complètement différents. Et la religion, quelque part, nous a vraiment, nous, mais parce qu'on en a les conséquences, a fait en sorte que nos ancêtres, eh bien, il y a une certaine incohérence entre eux et les éléments de la nature. Alors c'est pour ça que des fois on parle des druides, jadis il y avait des druides, il y en a encore qui existent aujourd'hui, mais c'était des personnes, tout comme les chamans, hein, en fait, il y avait vraiment cette notion de je suis la nature c'est moi. Et c'est pour ça que quand on va voir des peuplades, par exemple dans le nord de la Russie, vous avez des peuples, même en Mongolie et tout ça, où il va y avoir des chamans, eh bien en fait ils font appel à des entités, ils font appel à des esprits, parce que ce sont les esprits de la nature qui vont pouvoir apporter des soins, ce sont les esprits de la nature, en fait on va donner toute une sorte de valeur aux esprits de la nature, sauf que la religion, le jour où elle a débarqué, non, il n'y a plus d'esprit de la nature, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui fait, et à ce moment-là, eh bien l'homme devient beaucoup plus coupé de sa propre nature. Et aujourd'hui, eh bien, il y a de nouveau un élan de la part de beaucoup de personnes, et moi j'en fais partie, de reconnexion à la nature. Mais cette reconnexion peut se faire, je dirais, essentiellement en étant seul. C'est-à-dire que la solitude va vraiment vous permettre de vivre pleinement quelle est cette relation que vous allez avoir avec la nature, avec votre environnement, avec vous-même. Parce que ce qui peut être intéressant de faire, c'est ok, je vais dans la forêt ou je vais au bord de l'océan, je me recentre sur moi, j'écoute ce que ça me fait. Alors, l'idéal, c'est de faire les yeux fermés parce que du coup, vous pouvez vraiment porter toute votre attention sur vous, sur votre intérieur. Et donc, quand vous le faites en pleine nature, eh bien, faites exactement le même exercice si vous êtes à votre bureau, si vous êtes sur votre lieu de travail. Et écoutez vos ressentis. Et là, forcément, à mon avis, il y a de fortes chances pour que vous ressentiez ce même état de plénitude, ce même état où vous allez vous dire, non, tout est là pour moi. Par contre, si vous sentez ce que j'appellerais des distorsions, si vous sentez dans votre corps, non, ça vient m'appuyer sur ma poitrine. Genre, j'ai mal au ventre, ça vient me donner des fourmis dans les jambes, je sais pas. Vous pouvez avoir plein de ressentis complètement différents. Ça veut bien dire que quelque part, votre environnement, sans que vous ne vous en rendiez compte, eh bien, vous influence aussi. Mais là, c'est pas forcément de manière positive, ça va plutôt être de manière, ça vient vous pomper un petit peu de votre énergie, quoi. Alors, il y a Emmanuel qui dit, ouais, les Romains, quand ils ont exterminé les druides, et merci l'Inquisition qui a brûlé les sorcières, oui, voilà. Donc, en fait, c'est vrai que à une époque, malheureusement, la religion, étant donné que, ces fameuses sorcières, les druides, et j'en passe, toutes ces personnes en fait qui étaient connectées à la nature, eh bien on leur a fait la guerre parce que quelque part elles entretenaient un discours complètement différent du fait qu'il y avait un Dieu qui était créateur de tout. Puisque là ces personnes-là ne prenaient pas le Dieu créateur de tout, non, c'est le tout, on fait partie du tout. Et en fait, eh bien,
on doit respecter les animaux, on doit respecter les arbres, on doit respecter tout ce qui existe, on doit même respecter les minéraux. Et ça, depuis, ça a été complètement oublié. Et par contre, si vous donnez ce temps-là de vous poser avec des moments de solitude pour vous connecter à l'énergie des lieux dans la nature, eh bien, vous allez quelque part vous reconnecter à votre vraie nature à vous. Et ça peut se faire dans la solitude. Et donc, c'est pour ça que la solitude peut vous amener à un certain état de paix. Tout simplement parce que quand vous êtes seul avec vous-même, eh bien, il y a de jugement de la part de personne, si ce n'est vous, votre mental. Il n'y a de stress de la part de personne, si ce ne sont les vôtres. Mais en fait, si vous dites, ok, je suis seul, et je me pose ici, une sorte d'introspection, comment je me sens, qu'est-ce que ça me fait, si je réfléchis, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, ok, et que vous vous sentez bien, et bien en fait, vous pouvez renouer avec un sentiment de plénitude et un sentiment de paix qui est naturellement en vous. Et donc cette solitude que vous allez vivre, et bien en fait, vous pouvez vraiment, cette énergie, vous demandez à ce qu'elle remplisse complètement votre corps, à ce qu'elle vienne s'exprimer dans toutes vos cellules, de manière à ce que quand je suis seul, je suis en paix. Et après cette paix, vous pouvez, une fois que vous êtes avec les autres personnes, eh bien être toujours dans cette énergie de paix, mais du coup en société. Ouais, je rêve d'une vie dans la nature avec une yourte. Et après, c'est le juste milieu à trouver. Une vie dans la nature, dans une yourte, ouais, pourquoi pas. Après, je pense, c'est pareil, il faut l'expérimenter. Puis peut-être qu'après, tu te diras, ouais, en fait, une yourte, c'est bien. Voilà, ça m'apporte un logis, ça m'apporte, j'ai pas 4 murs parce que c'est circulaire. L'énergie de la yourte me convient très bien parce que c'est un rond, ça peut former, je dirais, le cercle qui est formé, c'est une énergie sans angle, où tout est arrondi. Donc voilà, si vous pouvez l'expérimenter, donc vous pouvez même l'expérimenter en faisant tout simplement en allant louer. Vous allez sur Airbnb ou sur d'autres sites. Vous avez des sites en fait où ils vous proposent des logements un peu originaux à droite à gauche à louer et puis expérimenter le truc d'aller louer une yourte, d'aller louer un zome. Je pense qu'il doit y avoir des zomes aussi à louer. Ce sont des figures géométriques où vous pouvez dormir dedans. Mais donc voilà, ça peut vous apporter plein de choses, ok? Donc là c'est pareil, si vous louez un logement, c'est soit vous y allez seul, soit vous y allez en groupe. Mais il y a peut-être un moment, si vous louez un week-end, ok, vous allez vous dire, ok, vous avez demandé au groupe, et ok, je voudrais passer 5-10 minutes, un quart d'heure seul dans le lieu, écouter mes ressentis, savoir si je me sens bien ou pas, et écouter ce qui se passe. Après, il n'y a pas forcément que le logement qui viendra vous influencer. Il y a le sol sur lequel est posé le bâtiment. Et les mémoires du lieu, évidemment, il y a tout un tas de choses. Et qui est-ce qui a construit le bâtiment? Mais en tout cas, ça peut être des choses assez intéressantes. Donc, moi, pour ce soir, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question. C'est-à-dire que j'ai voulu montrer que, quelque part, d'un sentiment de solitude qui peut être très désagréable, très difficile à vivre, eh bien, en fait, on peut en faire une source pour se ressourcer, pour se nourrir. Et c'est surtout que c'est un peu notre société moderne qui, très rapidement, peut mettre les gens à l'écart. Et donc, il y a différentes choses qui peuvent faire que du jour au lendemain, eh bien, vous pouvez être plongé dans un énorme sentiment de solitude parce que vous allez être mis à l'écart. Et comme je vous l'ai dit, ça peut m'arriver à moi peut-être un jour, à vous peut-être un jour. Et donc, si c'est difficile à vivre, eh bien, il y aura forcément des solutions. Et ces solutions, eh bien, elles seront en vous. Donc, libre à vous après de vous faire accompagner pour ça ou pas. Mais de pouvoir faire en sorte que la solitude peut être une opportunité justement pour faire un travail sur soi et de se dire, non. En effet, la solitude, pour moi, ça me pèse aujourd'hui, mais demain, ça sera une force, ça sera un moyen de me ressourcer demain. Donc voilà, voilà ce que j'avais à vous dire pour ce Facebook Live. Et dans tous les cas, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour celles et ceux qui viendront. Le Facebook Live de ce soir sera certainement en replay sur YouTube. Donc je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Si vous regardez des vidéos, eh bien, je vous invite aussi à les liker. Mettre un tout petit commentaire, vous mettez merci, vous mettez super, vous mettez ce que vous voulez. Mais c'est juste mettre un petit commentaire et puis vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera un grand plaisir. Très bonne soirée à vous et puis à très bientôt. Au revoir.